afin d'intervenir de manière prioritaire. Je cède maintenant la parole à Madame Julie Bishop, envoyée spéciale du secrétaire général pour le Myanmar. Excellences, Monsieur le Président, je suis très attristé de dire aux délégations que les combats se poursuivent au Myanmar et que la crise humanitaire est bien pire que lorsque je suis intervenu au mois d'octobre devant l'Assemblée générale. Les violences se poursuivent, il n'y a pas eu de pause dans les combats et l'importance des combats n'a fait qu'augmenter depuis le coup d'État de 2021. Des milliers de personnes ont perdu la vie, des milliers d'autres ont été blessés, des civils, des femmes, des enfants ont été pris pour cible, alors qu'ils se trouvaient dans des espaces censés être sûrs, des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte, des villes, des villages, des marchés, d'autres infrastructures ont été bombardées. Les besoins humanitaires de plus de 20 millions de personnes sont toujours les mêmes. L'économie s'effondre. Il n'y a pas eu de fin au combat, malgré les interventions des pays voisins, de l'ASEAN, ou malgré les appels de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Il est préoccupant que les violences se poursuivent, et ce, même après un séisme de 7,7 sur l'échelle de Richter. Un séisme qui a touché la Thaïlande, la Chine et d'autres pays voisins. Que faudra-t-il pour mettre fin à la violence? Que faudra-t-il pour que les hostilités cessent au Myanmar afin de pouvoir s'engager sur la voie de la paix et de la réconciliation? Car si les violences ne cessent pas, le Myanmar est en passe de s'autodétruire. La population doit faire face non seulement à un conflit qui fait rage, mais également aux conséquences de catastrophes naturelles. Même si certaines parties au conflit ont annoncé des cessez-le-feu, ceux-ci n'ont pas été respectés. Et le conflit se poursuit malgré les besoins humanitaires, ce qui ne fait qu'ajouter une crise à une autre crise. Il reste des obstacles pour répondre aux besoins humanitaires. Les armes continuent d'affluer dans le pays et d'aucuns pensent qu'une solution militaire est possible. L'armée d'Arakan ainsi que le gouvernement de l'unité ne pensent pas que le cessez-le-feu déclaré est véritable. On a même déclaré que, et je cite, les militaires continuent de mener des attaques d'artillerie, des attaques aériennes, des déplacements forcés de civils, et ce, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu a été déclaré temporaire et on a affirmé le droit de pouvoir réagir sur le plan militaire dans les zones contestées. La protection des civils doit être la priorité. Ça doit être un objectif partagé. Alors, je détecte une certaine ouverture pour un dialogue politique avec un appui régional, mais il n'y a pas encore d'accord large quant à la voie à suivre. Le commandant en chef des militaires cite l'accord de cessez-le-feu de 2015 comme base d'un accord, tout en excluant certains participants, les qualifiant de terroristes. Lorsque j'ai rencontré les dirigeants SEC, j'ai demandé si la stratégie ne veut pas être revue étant donné les pertes constatées et reconnaître que 4 ans après avoir pris le pouvoir, les objectifs, quoi qu'ils étaient à l'époque, n'ont pas été atteints et que le pays était encore plus divisé que par le passé. La junte prévoit des élections qui sont d'ores et déjà très contestées
Et j'ai déjà dit qu'à moins qu'il y ait la fin des violences, de telles élections vont sans doute alimenter la résistance et l'instabilité. Il y a des dirigeants politiques essentiels qui font partie des 22 000 prisonniers politiques. Difficile de garantir dans ces circonstances des élections inclusives. Il y a la résolution 2669 qui demande la libération immédiate de tous les prisonniers arrêtés de manière arbitraire, notamment Aung San Suu Kyi. Un an après le début de mon mandat, j'ai continué à développer la confiance afin de permettre davantage de coordination également avec les acteurs régionaux pour permettre une solution politique. J'ai toujours souligné que sans un cessez-le-feu, sans une désescalade à la violence et sans mettre l'accent sur le besoin de la population, il ne pouvait pas y avoir de paix inclusive ou durable. On m'a fait part d'aspirations pour des gouvernements stables, avec des idées concernant un système fédéral. Il y a un appétit pour une nouvelle structure de gouvernance au Myanmar, surtout chez les jeunes, qui avaient connu certaines réformes en 2011 et qui ne sont pas prêts à les abandonner. Après le séisme, je me suis rendu au Myanmar et j'ai pu constater les destructions. J'ai parlé à des survivants privés de services fondamentaux. J'ai demandé ce dont ils avaient le plus besoin et ils m'ont dit qu'ils voulaient que les combats cessent afin de pouvoir vivre en paix. La communauté internationale, et particulièrement les pays voisins, ont réagi rapidement à la suite du séisme avec des équipes de sauvetage et un appui qui a permis de sauver des vies. Je les remercie et ce qui a permis de consolider la réponse de l'équipe de pays des Nations Unies. Cela étant dit, il faut assurer davantage de soutien. Le plan d'intervention des Nations Unies n'est financé à moins de 8%. Et pour le flash addendum, à la suite du rapport, après le séisme, seuls 22% des fonds ont été rassemblés. Sans un financement urgent, les efforts de reconstruction vont s'embourber, d'autant plus que la saison des moussons va commencer. Il y aura davantage de déplacements. Il faut consolider la coopération régionale et je continuerai à travailler en étroite collaboration avec l'ASEAN et notamment avec sa présidence, son envoyé spécial, les États membres et conformément aux engagements de l'ONU-ASEAN réitérés lors du sommet en mai. L'ASEAN et les Nations Unies sont étroitement alignés concernant le Myanmar. Et avant ma visite au Myanmar, j'ai eu des discussions importantes avec l'envoyé spécial Otham Hashim à Kuala Lumpur pour coordonner nos activités à la suite du séisme. Nous avons convenu de poursuivre des initiatives conjointes, y compris une visite conjointe avec des contacts avec les différentes parties prenantes. Le 30 avril, nous avons fait un exposé conjoint au Conseil de sécurité et nous avons tous les deux réaffirmé notre engagement à appuyer les efforts ONU-ASEAN par le biais de notre pouvoir de rassemblement. Nous avons également mis l'accent sur les incidences disproportionnées de la crise sur les femmes et les filles. Les femmes et la paix et la sécurité demeurera au centre de mes efforts et je continuerai de dire que les femmes peuvent jouer un rôle essentiel pour renforcer la paix. Je partage les préoccupations des dirigeants de l'ASEAN concernant l'augmentation de la violence et la détérioration de la situation humanitaire, la prolifération de la criminalité transnationale, notamment le trafic de stupéfiants, la traite des personnes. J'appuie également l'appel de l'ASEAN pour une fin immédiate des attaques contre les civils et les installations publiques. Je salue le fait que l'ASEAN examine la demande du Timor-Leste à rejoindre cette organisation. Et j'anticipe une contribution active de Dili à une solution régionale.
Hier, j'ai eu une réunion en ligne avec des représentants Rohingyas du Myanmar et du Bangladesh. La situation dans l'état de Rakhine pour la population Rohingya reste particulièrement difficile. Près de 80% d'entre eux vivent dans la pauvreté. Les civils sont pris entre deux feux, entre les militaires du Myanmar et l'armée d'Arakan, et sont soumis à des recrutements forcés. Il y a un espoir que la conférence de niveau sur les Rohingyas et les autres minorités prévue pour le 30 septembre permettra d'attirer davantage l'attention de la communauté internationale sur l'urgence de trouver des solutions durables. Cela devrait générer davantage d'aide pour les communautés hautes, particulièrement le Bangladesh. Cela devrait promouvoir l'accès à des moyens de subsistance pour les réfugiés, à l'éducation, au développement de leurs qualifications. Les voix des Rohingyas, et particulièrement ceux qui ont fui Rakhine, doivent être entendues. Je demande davantage de solidarité et un soutien urgent pour le plan d'intervention conjoint pour les Rohingyas de 2025 au Bangladesh, qui lui aussi n'est financé qu'à hauteur de 20%. Cela a des conséquences réelles pour les Rohingyas dans les camps, y compris des coupes aux rations alimentaires, aux possibilités en matière d'éducation. Je continuerai d'être impartial et j'écouterai les perspectives des nombreux acteurs concernés. Et conformément au principe des Nations Unies, j'essaierai de garantir une unité d'objectifs dans une nation profondément divisée. Les Nations Unies et ses États membres doivent agir pour prévenir un déclin encore plus important. Nous devons réaffirmer notre appui indéfectible en faveur de la population du Myanmar. Il s'agit d'un test de notre pertinence dans une des crises les plus complexes de cette région. Un avenir viable pour le Myanmar doit garantir la sûreté, la reddition de comptes et des opportunités pour toutes les communautés, y compris les Rohingyas. Nous devons traiter les causes du conflit, des discriminations sous toutes leurs formes. Nous devons agir pour donner à la population du Myanmar un espoir d'un avenir meilleur dans ce qui pourrait être de nouveau une nation d'opportunité et d'optimisme. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie